regarder sous les étoiles exactement? Ce mois-ci, nous allons profiter de l'amas des Pléiades. Il faut en profiter parce qu'il est surtout bien visible dans le ciel entre novembre et février. Mais pour commencer, il faut le situer dans le ciel. Nous allons partir de la nébuleuse d'Orion qui est un repère facile. C'est cette sorte de diabolo qui se détache sur l'horizon plein sud à 21h le 1er février. Quand vous l'aurez repéré une fois, c'est comme la grande ourse, vous ne l'oublierez plus jamais. Dans Orion, vous ne pouvez pas rater Bételgeuse en haut à gauche et Rigel en bas à droite. C'est un peu une façon de parler, parce que dans le ciel, tout est un peu en haut, et aussi parce que la gauche et la droite sont des notions qui changent vite, dans un ciel d'où l'on voit la Terre faire un tour en 24 heures. Et réciproquement, mais ne chipotons pas. Vous avez donc Orion, vous savez que c'est un chasseur, regardez sa flèche, tracez un trait imaginaire de Bellatrix à Aldébaran et continuez le même d'une même distance. Vous arrivez à un petit tas, un petit grumeau d'étoiles très proches les unes des autres. Ce tas, on dit plutôt que c'est un amas, l'amas ouvert, des fameuses Pléiades. Il faut m'expliquer ce qu'est un amas ouvert, parce que je ne suis pas là seulement pour faire joli, je suis un peu là aussi pour comprendre. Un amas ouvert, c'est un groupe d'étoiles qui sont nées ensemble dans un même nuage de gaz, et qui sont donc très proches les unes des autres. En tout cas, au début de leur existence, parce qu'après, elles ont une grosse tendance à se séparer. Elles sont souvent assez nombreuses. Dans le cas des Pléiades, on en dénombre avec le télescope Gaïa au moins 1300. Mais il y a d'autres amas qui en comptent plusieurs milliers. Si elles sont proches les unes des autres, c'est parce qu'un amas est une structure jeune, et les étoiles n'ont pas eu le temps encore de se disperser très loin de leur nuage d'origine. Les Pléiades auraient 112 millions d'années. C'est dire comme elles sont jeunes, si on regarde l'univers depuis le Big Bang, qui aurait 13,8 milliards d'années. Ou si on compare ces 112 millions d'années au Soleil vieux de 4 milliards et demi d'années. Moi, je vous dis, croyez-moi, ces Pléiades sont des gamines. Tellement jeune. Il y en a peut-être une qui suce encore son pouce. Bon, Dorothée, ne commence pas déjà. Bon, je ne dirai plus rien. Je n'osais pas te le demander. Les Pléiades sont jeunes, mais aussi elles sont proches. On a longtemps discuté de leur distance, mais depuis les derniers télescopes, les choses se sont précisées. Les Pléiades sont à 112 années-lumière, à plus ou moins 5 années-lumière près. Si on compare avec Aldébaran, les Pléiades sont seulement 2 fois plus loin. Alors que si on compare avec un autre amas célèbre, l'amas d'Hercule, les Pléiades sont 200 fois plus proches. De Tzou, ça décoiffe. Les Pléiades sont typiquement la zone du ciel à braquer dans des jumelles. Le spectacle est magnifique. On voit soudain un grand nombre d'étoiles et c'est magique. Mais on ne voit pas le reflet bleuté observé sur les photos des Pléiades reproduites dans les livres. Les filaments bleus, qu'on voit sur les photos des Pléiades, s'appellent des nébuleuses par réflexion, parce qu'ils sont dus à la lumière des étoiles, qui se réfléchit sur le nuage de poussière dans lequel ces étoiles baignent. Et là, surprise! On imagine que cette poussière, c'est le reste du nuage où se sont formées les étoiles. Eh bien, pas du tout. Parfaitement, Dorothée. Pas du tout. Ces poussières, c'est un nuage que les Pléiades traversent par hasard sur leur chemin dans l'univers. Elles traversent le nuage à 11 km par seconde. Mais dans l'univers, tout est immense, alors elles ne sont pas près d'avoir fini de le traverser. Tout à fait. Dites, vous ne trouvez pas que Dorothée fait des progrès? Les mythologies du monde entier nous racontent leur version des Pléiades.
Chez les Grecs, les Pléiades n'étaient pas encore l'Ama M45. Elles étaient 7 sœurs. 7 nymphes, les filles du titan Atlas et de l'Océanide Pléionée. Ça y est, ça fait comme d'habitude, on n'y comprend plus rien. J'explique. Les nymphes, dans la mythologie grecque, ce sont les esprits de la nature. On pourrait les comparer aux fées de nos contes. Elles sont souvent représentées comme des jeunes femmes très belles qui veillent sur la nature. C'est pour ça qu'on les trouve souvent près d'une source, d'une forêt, d'une montagne, d'une grotte ou de la mer. On pourrait dire que ce sont des divinités locales. Elles sont proches des dieux, mais elles restent proches des humains. Elles ne sont pas immortelles comme les dieux et déesses, mais elles vivent très longtemps. Ce sont des beautés fascinantes, et il ne faut pas s'étonner que Zeus, grand séducteur, en ait poursuivi plusieurs. Pour faire tac-tac, naturellement. Je me doute bien que vous aviez compris, mais on sait jamais. Ça va mieux en le disant. Par exemple, Zeus tomba amoureux de Callisto, une nymphe proche de la déesse Artémis. Il se déguise en Artémis pour ne pas l'effaroucher et abuse de Callisto. Héra, la femme de Zeus, est furieuse et transforme Callisto en ours. C'est la grande ours. Et l'enfant qu'elle porte sera la petite ours. Tu m'en diras tant. Mais pour en revenir aux Pléiades, Orion, le fameux chasseur, un jour qu'il passait par là, découvre Maïa, une Pléiade avec une taille de guêpe. Il en tombe fin amoureux et passe 7 ans à poursuivre les 7 sœurs. En somme, ça fait 1 an par sœur? Mais pas du tout, ça fait 7 ans. Zeus prend pitié d'elles et il décide de les cacher dans un coin du ciel. Elles y sont toujours, et il y a toujours Orion qui leur court après, mais maintenant, il ne peut plus les rattraper, parce que le ciel c'est vraiment grand, et qu'en plus, il y a la constellation du Taureau entre Orion et les Pléiades. Un taureau. Ouais. Ça calme. Mais je peux te poser une question? Essaye toujours. Tu as dit que les 7 sœurs étaient les filles d'Atlas. C'est celui qui portait la terre sur ses épaules? C'était une punition? Ou quoi? Oui, c'est une punition. Atlas est un titan. C'est la génération d'avant les dieux de l'Olympe. Et les titans ont fait la guerre à Zeus et ses alliés. Mais les titans ont perdu cette guerre, et Zeus a puni Atlas et l'a condamné à porter à jamais la voûte céleste sur ses épaules, pour l'empêcher de tomber sur la terre. C'est beaucoup plus tard que les artistes, pour faire plus joli, ont changé de version et ont sculpté Atlas portant le globe terrestre et non plus le ciel sur ses épaules. C'est un peu une fake news, mais tout le monde a marché dans la combine. Et comme ça, Atlas a trouvé le moyen d'être le père des Pléiades, alors qu'il portait 24/24 et 7/7, le ciel sur ses épaules? Il faudra m'expliquer. Ça serait pas un mytho, ton affaire? Sûrement pas. C'est comme ça. Point final. En tout cas, en voilà un qui devait finir sa soupe sans chouiner quand il était petit. Moi, c'est mon avis. Il donne des airs à mon prof de gym, sauf que mon prof de gym c'est une femme. Dorothée, si nous parlions de la planète du mois de février? Vous regardez sous les étoiles exactement. C'est Jupiter et nous avons déjà tout dit dans les précédents épisodes. Pas du tout. Il reste beaucoup de choses à dire. Si nous parlions de la taille de cette planète, qui est la première planète gazeuse du système solaire. Et d'abord, rappelons son emplacement dans le système solaire.
En s'éloignant du Soleil, on rencontre d'abord les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les planètes rocheuses sont constituées de roches silicatées. C'est ce qu'on appelle dans notre langage courant la pierre. C'est l'essentiel de la croûte en surface et du manteau juste en dessous. Vers le centre des planètes se trouve le noyau avec des métaux, surtout du fer et du nickel, et parfois un peu de soufre. Mais ces planètes contiennent aussi de l'eau et des gaz. La chance et la particularité bien pratique de la Terre, c'est d'avoir beaucoup d'eau en surface, avec des océans et aussi d'avoir une atmosphère, avec de l'azote, de l'oxygène et de la vapeur d'eau. Ensuite, toujours en s'éloignant du Soleil, on trouve entre Mars et Jupiter, la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes, ce sont des millions de petits corps, plus ou moins proches les uns des autres. Certains sont minuscules, faits de roches ou de métaux, et d'autres sont beaucoup plus gros, jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Comme Cérès, qui fait 940 km de diamètre. C'est si gros qu'on dit maintenant que ce caillou est plutôt une planète naine. Mais il y a aussi Vesta, qui fait 525 km, et Pallas qui fait 510 km. Ce sont des exceptions. La plupart des corps qui gravitent ici sont plutôt des petits cailloux. C'est très bizarre, et on ne sait pas qui a mis des cailloux à cet endroit, sans doute pour ne pas se perdre, et retrouver son chemin, comme le petit Pousset, qui mettait des cailloux blancs dans la forêt pour se retrouver quand ses parents voulaient l'abandonner. N'importe quoi, Fatou. En réalité, ces astéroïdes faisaient partie du même disque de poussière et de gaz que les autres planètes. Seulement voilà. Jupiter, l'immense Jupiter, était toute proche, et ses forces de gravité ont empêché les cailloux de s'agglutiner jusqu'à former une planète. Au contraire, la gravité qui régnait là a augmenté les vitesses, brassé les orbites, favorisé les collisions, et donc, au lieu d'agglutiner les cailloux, ça les a plutôt fragmentés et dispersés. Après la ceinture d'astéroïdes, on trouve Jupiter. C'est une colossale planète gazeuse. Le Soleil à lui seul, selon la NASA, c'est 99,866% du système solaire, et Jupiter, à lui seul, c'est 71% de la masse des planètes du système solaire. La Terre n'est pas grand-chose, moins de 0,5% du système solaire. Jupiter n'est pas ronde comme un melon. Elle est un peu aplatie comme une mandarine. C'est parce qu'elle tourne très vite sur son axe. Quand la Terre tourne en 24 heures, Jupiter, pourtant nettement plus grosse, tourne en un peu moins de 10 heures. Et cette vitesse sur une masse de gaz fait qu'elle est déformée et boursouflée à son équateur. Quand même pas comme une mandarine, mais juste 10% de moins, si on passe par ses pôles. Mais alors, comment on va faire pour atterrir un jour sur Jupiter? On n'y atterrira jamais, et aussi autant que tu le saches, Dorothée, pour la même raison, on ne plantera jamais des choux dans les nuages. Je ne me moque pas, j'explique. Et sais-tu, Dorothée, combien il y a de satellites répertoriés qui gravitent autour de Jupiter? Il y en a 97. On en a ajouté 2 en avril 2025. C'est vrai? Mais comment tu sais ça, toi? Je l'ai vérifié dans ChatGPT. Bon, il faudra m'y faire. Les principaux satellites de Jupiter sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ce sont ceux découverts par Galilée quand il a eu l'idée de tourner sa toute nouvelle lunette vers Jupiter, le 7 janvier 1610. Il découvre 3 étoiles,
Première surprise, elles sont alignées par rapport à l'équateur de Jupiter. Le hasard, sans doute. Mais le lendemain, Galilée dit qu'il a été poussé par je ne sais quoi à observer à nouveau Jupiter. Deuxième surprise, et celle-là est de taille. Hier, il y avait 2 étoiles à l'est et une étoile à l'ouest, et cette nuit, les 3 étoiles sont à l'ouest. Galilée pense d'abord que c'est le déplacement normal de Jupiter sur la voûte céleste qui crée cette illusion. Mais ça ne collait pas du tout. Le déplacement était trop important et il n'était pas régulier. C'était donc des lunes de Jupiter et cette observation va bouleverser de fond en comble notre vision de l'univers. Galilée a vu ces satellites parce qu'ils étaient gros. Ganymède est la plus grosse lune du système solaire. Ganymède est plus volumineux que la planète Mercure, moins gros que la planète Mars, mais bien plus gros que notre Lune. Io est le satellite le plus proche de Jupiter. Il y a ensuite, en s'éloignant, Europe, Ganymède et Callisto. Certains sont très loin. Par exemple, Pasiphae est 60 fois plus éloigné que Io. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus près, comme Métis et Adrasté, qui sont 3 fois plus proches que Io de Jupiter. Mais ils sont beaucoup plus petits et Galilée ne les avait pas vus, avec sa lunette encore rudimentaire. Il y a eu beaucoup d'événements importants pour l'astronomie en février. Commençons par notre carnet rose. Nous fêtons le 19 février, ce jour de 1473, où naquit l'astronome polonais Copernic. C'est lui qui a placé le Soleil au centre de l'univers. C'est un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Rendez-vous compte, avant que Copernic nous le signale en 1543, dans le système géocentrique où donc la Terre est au centre du système solaire, le Soleil tournait quelque part entre la Lune et Mercure. Ça a dû lui faire drôle au Soleil de se retrouver tout d'un coup en plein milieu. Dans notre carnet rose, toujours le 15 février, en 1564, 20 ans après que Copernic ait théorisé l'héliocentrisme, naît à Padoue, en Italie, Galilée, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Et le 18 février 1830, Urbain Le Verrier découvre par le calcul la planète Neptune, qui sera confirmée par l'observation en 1846. C'est parce que l'orbite d'Uranus était perturbée, manifestement par un astre inconnu, que cette découverte a pu être faite. Le 11 février, c'est la Journée internationale des femmes et des filles de science. L'occasion d'avoir une pensée pour Caroline Herschel, Henrietta Leavitt et Vera Rubin, dont les travaux ont été déterminants dans l'histoire de l'astronomie moderne.
Leurs travaux ont été un peu passés sous silence, mais on doit à Caroline Herschel la découverte de nombreuses comètes, de nébuleuses et d'autres objets du ciel profond. Henrietta Leavitt, dont nous avons déjà parlé, a découvert que le rythme de pulsation des étoiles variables permettait de calculer avec précision la distance de nombreuses galaxies. Et Vera Rubin, en étudiant la vitesse de rotation des étoiles en périphérie des galaxies, a renforcé l'hypothèse de la présence de la fameuse matière noire. Et pour continuer à faire honneur aux femmes, signalons que le 15 février est prévu le décollage vers la Station spatiale internationale, l'ISS, de notre astronaute française Sophie Adenau. C'est notre deuxième Française dans l'ISS après Claudie Aigneret en 2001, après qu'elle ait déjà fait un court séjour dans la station Mir en 1996. C'était au XXe siècle. Comme le temps passe, Sophie Adenau a 43 ans. Elle est originaire de la Nièvre et il est prévu qu'elle séjourne là-haut pendant 6 à 8 mois. Nous arrivons au terme de cet épisode de Sous les étoiles exactement. Mais c'est quoi cet épisode? On n'a même pas vu le ciel. Alors pour que Dorothée ne nous fasse pas un caprice, voici le ciel de février 2026. On choisit le ciel du 17 février, non pas du fait que ce jour-là c'est Mardi Gras, mais parce que c'est la nouvelle lune, plus propice à regarder le ciel, et ce sera l'occasion de récapituler les principales constellations qui sont bien visibles en hiver. Saint-Valentin, faisons de février un écrin de lumière, de cœur en papier, de constellations de mots. Je te dirai, je t'aime, comme on dit une prière, et tes yeux feront taire tous nos anciens sanglots, sous les étoiles exactement. Aimons-nous doucement, aimons-nous maintenant, comme une promesse au creux du vent. Je n'ai besoin de rien sinon ton cœur aimant, et ce baiser qui revient brûlant. Nous on s'invente un monde, un roman éclatant, sous les étoiles exactement. Dorothée, Chloé, Félix, Naomi, Oscar et toute notre petite équipe se joint à moi pour vous dire au mois prochain. Ce sera le 16e épisode et il clôturera la série avant peut-être de nouvelles aventures sous un autre format. Enfin, peut-être.